très heureux d'accueillir ces messieurs, en l'occurrence c'est ces messieurs qui vont se présenter. Celui des trois que je connais le mieux, c'est Patrick Champagne, non seulement pour l'avoir lu, mais parce qu'il nous a beaucoup aidé quand nous avons monté une adaptation de La misère du monde. Nous l'avons fait en plusieurs fois, et Patrick nous a fait d'un grand soutien pour pouvoir réaliser ce spectacle autour de La misère du monde qui s'appelait Interdit. Voilà. Donc je tenais encore une fois à le remercier et je suis très touché de le recevoir ici aujourd'hui. Voilà, avant de commencer, j'espère, mais j'en suis sûr, que vous avez éteint toute relation inutile avec l'extérieur. Merci, je vous laisse la parole. Bon, bonjour à toutes et à tous. Voilà. Oui. Donc oui, nous accueillons ce soir pour parler de l'anthropologie économique de Pierre Bourdieu, deux sociologues proches de Bourdieu, de l'école de Bourdieu, donc Patrick Champagne et Julien Duval. Quelques mots de présentation de l'un et de l'autre. Donc Julien Duval a fait porter ses travaux principalement sur le journalisme économique. Il a écrit en 2004 « Critique de la raison journalistique » et sur le cinéma au XXe siècle entre loi du marché et règles de l'art, 2016. Patrick Champagne a été, depuis 1970, un très proche collègue de Pierre Bourdieu. Il a participé à l'entreprise de Actes de la Recherche, etc. Il a, au début de sa carrière, beaucoup travaillé sur le déclin du monde paysan et notamment sur les mécanismes de domination symbolique dont les paysans étaient l'objet, sont l'objet. Je me rappelle encore, moi, la grande jubilation que j'ai eue à lire quand j'étais étudiant encore de sociologie, Les paysans à la plage. C'est un classique de la sociologie, je le recommande. J'ai eu une grande jubilation aussi de lire dans la misère du monde un article de, je crois que c'est toi, Patrick Champagne et Pierre Bourdieu, Les exclus de l'intérieur. Les exclus de l'intérieur sur, disons, l'évolution de la population lycéenne. Depuis les années 80, Patrick travaille surtout sur le champ journalistique et la fabrication de l'opinion. Il a publié en 90 un livre important, Faire l'opinion, le nouveau jeu politique. Et en 2016, très récemment, La double dépendance sur le journalisme, Raison d'agir, 2016. Alors depuis quelques années, ils se sont chargés, avec quelques collègues, de publier les cours que Pierre Bourdieu a donné au Collège de France, où il a été professeur de 1982 à 2001. La publication de ces cours ne s'est pas faite dans un ordre chronologique. Il a été aussi... la publication, par exemple, du premier volume sur l'État, Sociologie de l'État, correspondait à une conjoncture... politique, médiatique, où il était beaucoup question de la fin de l'État, etc. Le deuxième volume publié a été consacré à la révolution symbolique opérée par Manet dans le champ de la peinture et plus globalement sur la révolution impressionniste. Patrick et Julien ont ensuite publié deux forts volumes qui s'appellent Sociologie générale et qui présente en une taille assez raisonnable, 2000 pages, la théorie sociologique de Pierre Bourdieu. Je crois que si on veut rapidement avoir une idée de ce qu'est la théorie sociologique de Pierre Bourdieu, on peut lire Sociologie générale. Et puis aujourd'hui, ils éditent donc cette anthropologie économique, fondements sociaux de l'action économique. Quelques mots sur
cet objet sociologique que constitue le cours au Collège de France. Hein, ça n'est pas, le Collège de France n'est pas une université comme les autres, enfin n'est pas une université. Hein, c'est une institution universitaire, créée à l'époque par François Ier pour faire pièce un peu au monopole de la Sorbonne et pour faire entrer des domaines du savoir qui n'étaient pas couverts par l'université. Et ça a toujours été une institution très prestigieuse. Hein. On y voit enseigner, on y a vu enseigner nos prix Nobel de physique, nos médailles Fields en mathématiques. Une institution très prestigieuse mais marginale. Bourdieu avait coutume de dire qu'au Collège de France, une des fonctions du Collège de France, c'était de consacrer les hérétiques. Donc cette institution, une de ses particularités, c'est qu'on y délivre des cours non diplômants, absolument libres d'accès par qui pousse la porte de l'amphi. Et alors c'était une des difficultés, je pense. Bourdieu a sans doute été très très content d'être élu au Collège de France. Hein. C'était une procédure d'élection un peu comme à l'Académie française, hein, par un collège par l'ensemble des professeurs en chaire du Collège de France. Je pense qu'il a été très heureux d'être élu au Collège de France, mais je pense, pour l'avoir entendu, moi, dans les premières années de son enseignement, je pense qu'il était un peu embêté par ce cours, parce que, justement, il était embêté par l'hétérogénéité du public. Hein, le public du Collège de France est constitué à la fois d'apprentis sociologues, de doctorants. Il y avait beaucoup, à l'époque où j'assistais au cours, il y avait beaucoup de doctorants, notamment étrangers. Et puis aussi une large part du public constitué du public traditionnel de l'université du temps libre. Donc pas forcément des spécialistes de sociologie. Et Bourdieu devait parler aux uns et aux autres. Et ça le mettait, je pense, dans une situation un peu compliquée. Et on en voit des traces, d'ailleurs, je trouve, dans le texte écrit. Donc, je pense que son objectif à l'origine n'était pas de publier ses cours sous forme écrite, mais je trouve personnellement que c'est tout à fait heureux que ces cours professés il y a maintenant une vingtaine d'années ou une trentaine d'années fassent l'objet d'une publication, enfin soit rendus accessibles au grand public. Alors la première question que je voudrais poser à Patrick et à Julien, c'est comment on passe de ce cours oral à un livre. Oui, on vous remercie aussi de l'invitation. Alors, apparemment c'est facile d'éditer un cours. On a le son, on a la bande son. On fait un travail de décryptage, de transcription du son sous forme écrite, et puis on publie. Mais ça se passe pas tout à fait comme ça, parce que c'est presque illisible le discours oral quand il est retranscrit tel que, parce qu'il y a beaucoup de scories du discours, des répétitions, ce que je suis en train de faire là. Donc j'illustre pas davantage. Donc il y a un travail de réécriture après la transcription. Il s'agit de rendre agréable à la lecture tout en gardant le style oral, le texte. Alors ce qui veut dire qu'il y a un travail de mise au point plutôt, où on garde évidemment l'essentiel, mais on essaye d'enlever ce qui peut gêner la lecture. Et l'idéal, c'est d'arriver à un texte écrit qui soit comme de l'oral. Donc il y a ce travail de réécriture, un tout petit peu. Et puis il y a un travail technique qui est un travail d'annotation, de mise en note d'un certain nombre de choses. Alors il y a quelques 500 notes dans un ouvrage comme celui-là. C'est dire le fait qu'il y a un travail d'édition très important à faire
Alors ces notes, c'est quoi? C'est d'une part des références bibliographiques, c'est la vérification des citations et trouver leur origine, c'est renvoyer à d'autres ouvrages, certains développements qui sont moins développés qu'ailleurs, etc. Donc il y a tout un travail à la fois technique de notes qui sont là pour préciser d'où ça vient, et un travail qui repose sur une connaissance générale de l'œuvre et qui permet de mettre en relation certains développements à d'autres développements qui se trouvent ailleurs dans l'œuvre. Oui. Voilà en gros le travail. Ce qui fait que pour éditer par exemple ce livre-là ou les livres précédents, ça a été publié à la vitesse de un exemplaire par an. Et donc depuis maintenant 4 ou 5 ans, chaque mois de septembre-octobre, il y a la sortie, encore un. Je pense que ça doit en énerver quelques-uns. Bon, et c'est pas fini encore. Celui-là n'est pas le dernier. Tu peux ajouter quelque chose? Non, peut-être juste une chose, enfin sur la question... ce que disait Bernard, enfin les cours, effectivement, Bourdieu ne les aurait pas publiés. Il a quelquefois tiré des textes de certains de ses enseignements, des textes écrits, mais c'est beaucoup plus ramassé et beaucoup moins pédagogique. Et voilà, on se heurte aussi dans la réécriture ou la mise en forme à ce problème-là. Alors quelquefois, de façon, on évoquait tout à l'heure, ça n'arrive pas dans ce cours-là, mais ça arrivait dans le cours de sociologie générale où il demandait explicitement de ne pas enregistrer. Donc quand on retranscrit un cours où la personne qui le donne dit explicitement qu'il ne faut pas l'enregistrer, c'est un petit peu un problème. Et puis, et même enfin, dans la réécriture elle-même, c'est un travail toujours un petit peu bizarre parce qu'il faut... voilà, ça n'avait pas vocation à être écrit, on ne peut pas publier, Patrick l'a dit, le texte tel quel. Et il y a plein de petits choix à faire. Voilà, il y a par exemple, les énumérations, ça arrive souvent. Bourdieu utilise plusieurs mots successivement. Il y a des cas, c'est parce qu'il cherche ses mots, il cherche le bon mot. Donc dans ce cas-là, on garde plutôt le dernier. D'autres cas où il ne trouve pas, enfin, il pense qu'il n'y a pas le bon mot, il en essaie successivement. Et puis voilà, il y a plein de cas intermédiaires. Enfin, le travail d'édition, voilà, on propose, c'est aussi. Ce n'est peut-être qu'une version parmi d'autres de ce que pourraient être les cours. Mais ce qu'on veut laisser, ce qu'on veut garder dans ces retranscriptions, c'est le fait que on voit enfin, Bourdieu ne préparait pas ses cours comme d'autres professeurs où le cours était quasiment écrit et était lu avec un premièrement, deuxièmement, troisièmement, petit a, petit b, etc. Mais il profitait des cours pour continuer à réfléchir publiquement, cette fois-ci. Et donc ça explique le style très particulier des cours pour ceux qui ont déjà lu des exemplaires antérieurs. C'est-à-dire c'est des formulations approximatives qui essayent d'approcher, exactement, qui essayent d'approcher ce qu'il veut dire. C'est des parenthèses, des parenthèses de parenthèses, c'est de longs développements qui sont suscités par un concept au passage, etc. Et donc, en fait, on a, à travers ces cours, on a Bourdieu au travail. On voit comment il travaillait, comment il faisait les rapprochements, comment... je veux dire, c'est ça qui est assez passionnant, d'ailleurs. C'est que... On le suit dans ces méandres de pensée où parfois vous avez de longs développements et puis il revient à ce qu'il avait quitté une page avant et il reprend et on voit pourquoi il a fait ce long développement, etc. Donc c'est pas un cours lisse, c'est un cours qui est en fait, comme je viens de le dire, une occasion pour lui de continuer à penser publiquement. Ok. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le contenu de cet ouvrage. Alors, on a essayé de faire quelque chose à plusieurs voix, à 4 voix. Alors, on aura différents thèmes
4 thèmes, premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement, qui seront illustrés ici ou là par des extraits du cours donc, que nous lira Dominique. Alors, premier thème sur lequel nous serons rapides parce que peut-être que ça n'amuse que nous, ce sont les relations entre l'économie et la sociologie telles que Bourdieu les envisageait. Hein, il prenait la précaution, on verra qu'il est prudent dans cette critique de l'économie. Hein, il s'appuie souvent sur des économistes pour comme une espèce de caution à ses propres théorisations, à ses propres analyses. Alors, deuxièmement, il sera question de ce qui me semble être le cœur de l'entreprise, à savoir la question de la révolution symbolique, qui est une révolution symbolique majeure de la modernité, qui est celle qui a fait passer des sociétés où domine une économie du don contre don, qui ont économie du don qui a concerné, si on observe l'histoire, 90%, 95% des sociétés. Comment est-on passé de ces économies du don aux sociétés qui sont les nôtres, c'est-à-dire aux sociétés où domine l'économie du donnant-donnant? Hein, comment est-on passé de ces sociétés extrêmement chaleureuses, hein, où tout le monde donne à tout le monde, à ces sociétés qui baignent dans les eaux froides de l'intérêt? Hein, comment est-on passé de sociétés où l'on pouvait dire je lui dois quelque chose, enfin j'ai une dette à son égard, aux sociétés où on a des reconnaissances de dette, hein, ou mieux encore, comment on est passé des sociétés comment on est passé de la reconnaissance, au sens où l'on dit je lui suis reconnaissant, à la reconnaissance de dette. Alors cette révolution symbolique, ce sera le deuxième thème. Cette révolution symbolique, donc, nous a fait passer d'une économie du don à une économie économique, à un cosmos économique dans lequel règne la loi, le nomos, que l'on peut illustrer par la tautologie les affaires sont les affaires, business is business. Autrement dit, on est légitimé désormais à faire de l'argent pour faire de l'argent. Hein, et non pas pour aider les pauvres, non, faire de l'argent pour faire de l'argent, c'est tout à fait légitime. On ne nous demande pas, on nous demande plus de comptes. Donc le troisième thème sera consacré, parce que Bourdieu y consacre beaucoup de pages, à cette économie du don qui dominait dans les sociétés traditionnelles. Alors cette économie du don, on verra que elle avait le monopole des échanges dans les sociétés traditionnelles, mais dans nos sociétés modernes, elle continue d'exister évidemment dans des îlots comme la famille, le couple, etc. Mais également, dit Bourdieu, dans les milieux, dans les lieux les plus économiques du monde économique, hein, à la bourse, dans les milieux financiers, continue d'exister cette économie symbolique. Ça, ce sera le troisième thème. Et le quatrième thème, ce sera le thème de l'approche théorique qui est celle de Bourdieu en termes d'économie. Comment Bourdieu analyse-t-il substitue à l'économie des économistes les phénomènes économiques, l'action économique. Alors on verra qu'il substitue à l'homo economicus des économistes son habitus, hein, les dispositions de l'acteur.
Il substitue au marché ce qu'il appelle le champ économique et ses sous-champs, et l'homologie entre le champ des producteurs et l'espace social, le champ des consommateurs. Donc voilà ces 4 thèmes, on va les aborder successivement. Et d'abord peut-être pour illustrer le premier, les rapports entre l'économie et la sociologie, on peut commencer par un texte. Pour Dieu. Comment poser les problèmes de l'économie? Il ne s'agit pas, évidemment, pour moi, de faire une critique de l'économie, c'est-à-dire l'une de ces agressions un peu prétentieuses qui n'a d'autre base que l'ignorance. Ce que je voudrais, c'est essayer, en m'appuyant sur les discussions qui se développent au sein même de l'économie, de dégager des fondements cohérents de la conduite économique. En effet, l'économie est une science extrêmement avancée, très complexe, très diversifiée, et l'agressivité des sociologues à son égard s'explique en partie par cet avancement réel ou apparent. La plupart des reproches qu'on peut faire à l'économie en général, comme la plupart des reproches d'ailleurs qu'on peut faire aux sociologues ou à la sociologie en général, n'ont aucun sens dans la mesure où presque toujours un économiste les a déjà faits à d'autres économistes. Un économiste les a déjà faits ou les a faits à lui-même. Alors je vais essayer de prendre l'économie comme elle est, de prendre les problèmes qu'elle pose comme elle les pose, pour essayer de les poser de manière plus rigoureuse et peut-être plus systématique. Si je peux apporter quelque chose par rapport à cette réflexion inhérente à la discipline économique, c'est peut-être une réintégration de la conduite économique dans l'univers des conduites humaines. Je voudrais essayer de montrer comment cette conduite économique que l'on considère comme un datum, c'est-à-dire un objet, un point de départ, est en fait une construction historique. Bon, une autre difficulté de la discussion, avec une discipline aussi complexe et aussi diversifiée que l'économie, est qu'elle est, comme toutes les disciplines actuelles, constituée en champs. Elle forme un espace de relations objectives entre des producteurs qui ont des positions différentes dans l'espace social constitutif de la discipline et qui ont donc des prises de position différenciées en relation avec les différences constituées dans l'espace des positions. Autrement dit, lorsqu'on a un peu de culture concernant une discipline, on mesure le fait qu'affronter une discipline en tant que telle n'a aucun sens. Une discipline, un peu comme l'hydre de Lerne, est une espèce de monstre aux 100 têtes. Lorsqu'on croit couper une tête, 99 autres repoussent et disent que votre attentat est à la fois vain et un peu stupide. Merci. Donc Julien, si tu peux nous parler de ces relations économie-sociologie. Enfin, quelques mots en tout cas. C'est peut-être l'occasion aussi de dire, en tout cas, bon, de mon point de vue, quel est l'objet du cours. Enfin, on peut peut-être dire que l'objet du cours, c'est de proposer, d'élaborer une théorie sociologique, enfin, de l'économie, et du même coup de proposer une critique sociologique de l'économie. On peut mettre l'accent là-dessus. Alors, je trouve que dire les choses comme ça, d'abord, ça permet de dire que Bourdieu, enfin, s'inscrit dans une tradition qui est assez ancienne. La sociologie et l'économie sont deux disciplines, concurrentes, enfin en tout cas deux traditions intellectuelles différentes, chez les grands fondateurs de la sociologie, on a à la fois une critique de l'économie et souvent des propositions d'analyse alternative de l'économie qu'on pense. Il y a Durkheim, c'est vrai de Durkheim, c'est vrai de Marx évidemment, c'est vrai de Weber, de Max Weber aussi, et voilà, enfin il me semble qu'on peut dire que ces fondateurs, en tout cas
Durkheim au moins parlait explicitement de sociologie économique, cette idée que l'économie faisait partie des objets d'étude des sociologues. Et c'est une attitude qui s'est un petit peu peut-être perdue au cours du XXe siècle, ou au profit d'une espèce de partage un peu des objets, voilà, les objets économiques, l'étude de la consommation, l'étude, je sais pas, de l'inflation, l'étude des marchés, des relations entre les producteurs, c'est étudié par les économistes, et puis aux sociologues, l'étude de la famille, de l'école, des inégalités, voilà. Et enfin, je crois qu'on peut décrire le livre à une sorte de retour, à cette posture, qu'avaient les fondateurs de la sociologie, qui consiste à prendre l'économie comme un objet d'analyse sociologique. Alors évidemment, en disant ça fait pas tout à fait écho à la citation, où Bourdieu au contraire se démarque de la critique habituelle des critiques que les sociologues font très souvent aux économistes. En fait, il me semble que les sociologues qui visent, c'est pas Durkheim, c'est pas Weber, c'est pas Marx, mais c'est beaucoup plus des sociologues plus contemporains, qui peuvent faire effectivement une critique un peu facile de l'économie. Alors je crois, moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup dans le cours, et qu'on entendait dans la citation quand Bourdieu dit l'économie est un champ. Il a vraiment le souci de si le livre est un peu une charge quand même contre l'économie, contre la science économique et les formes dominantes de la science économique, il y a un grand souci chez Bourdieu d'analyser sociologiquement l'adversaire, entre guillemets, de savoir à quoi il s'attaque exactement, à quel type de discipline il s'attaque. Et il y a tout le long du livre une sorte d'analyse de cette discipline assez particulière. Toutes les disciplines n'ont pas ces caractéristiques, où on a une théorie, ce qu'on appelle l'économie classique, puis l'économie néoclassique, d'orientation plutôt libérale, qui est devenue très mathématisée, qui est de loin le courant dominant, qui forme, comme Bourdieu le dit, mais le mot est utilisé beaucoup d'économistes utilisent ce mot, c'est une forme d'orthodoxie. Et puis on a des courants qui sont plutôt affaiblis encore sur les dernières décennies, des courants un peu contestataires, d'inspiration marxiste longtemps, keynésien peut-être dans une certaine mesure aussi. Et Bourdieu analyse beaucoup au cours du livre, ça revient, il n'y a pas de passage de leçons spécifiquement consacrées à ce thème, mais c'est quelque chose sur lequel il revient régulièrement, sur les rapports qu'il y a entre le courant dominant et les courants hétérodoxes, et où il montre à la fois que les courants hétérodoxes, d'une certaine façon tellement faibles, qui participent malgré eux de l'hégémonie du courant dominant, et par ailleurs que le courant dominant a cette caractéristique d'intégrer régulièrement les critiques qui lui sont faites par les courants hétérodoxes. D'où l'image de l'hydre de Lerne, ou d'une sorte d'adversaire très difficile à attaquer, parce qu'il a toujours intégré les critiques qui peuvent lui être faites. Et peut-être une dernière chose, moi, qui me paraît importante effectivement dans le cours, c'est que Bourdieu il fait une critique, il critique de l'économie dominante, mais en s'appuyant sur les critiques que l'économie elle-même génère dans ces courants hétérodoxes, ou voire même au cœur quelquefois de l'orthodoxie. Et je crois que Bourdieu est très attentif à pas proposer une critique. D'abord, alors il y a une dimension politique, on le sentait dans l'extrait, dans cette stratégie. Il ne veut pas que les économistes disent mais oui, mais vous ne faites que dire quelque chose que nous-mêmes on a dit, ou que certains économistes ont dit. Mais je crois que c'est pas simplement une stratégie politique. C'est aussi que je crois que Bourdieu a une forme de considération. Il a des termes. Alors il y a beaucoup d'éloges au cours du livre, il fait
enfin, il fait des éloges assez ambigus quand même de beaucoup d'économistes dominants en saluant, par exemple pour Gary Becker, il a un mot à un moment, son intrépidité, ou enfin il salue une forme d'ambition chez cet économiste très orthodoxe. Bon, et en même temps il lui fait des critiques très fortes, donc on peut douter quelquefois de la sincérité de l'éloge, mais je pense malgré tout qu'il y a une forme, enfin, il reconnaît en tout cas qu'il y a une ambition scientifique très importante dans l'économie dominante. C'est le projet de l'économie classique a été quand même de transposer à l'étude des phénomènes économiques la méthode scientifique telle qu'elle s'était affirmée en physique ou dans les sciences de la nature. Et Bourdieu peut d'une certaine façon se reconnaître dans ce projet-là. Et Bourdieu, par ailleurs, je crois, est très soucieux, contrairement à beaucoup de sociologues. À un moment, par exemple, dans sa critique du marché, il mentionne les travaux très nombreux en sociologie ou en anthropologie qui consistent à dire les échanges réels dans la vie réelle ne se passent pas du tout comme les économistes disent qu'il se passe dans leur modèle. Et alors, c'est une critique que on ne peut pas ne pas prendre en compte et que Bourdieu prend évidemment en compte. Les modèles des économistes sont très éloignés de la réalité, mais en même temps il y a l'intention de construire un modèle, et ça Bourdieu la conserve, intention que perdent au moins dans certains cas, les anthropologues et les sociologues qui disent on va simplement décrire le marché tel qu'il est, et du coup ils font des travaux très descriptifs et perdent l'ambition du modèle. Et cette ambition du modèle qui est très forte dans les formes dominantes de l'économie, de proposer des modèles, Bourdieu la conserve, et d'une certaine façon ce qu'il vise à faire dans le livre, c'est de proposer un autre modèle, d'autres modèles pour rendre compte des phénomènes économiques. J'ai cité la citation de Gary Becker que tu évoquais. Je cite. Gary Becker a eu depuis longtemps l'ambition de rendre compte par son modèle, le modèle qu'il a fabriqué, de conduite comme le mariage, avec une belle intrépidité et ignorant tout des travaux des anthropologues, des théories de la parenté, etc. Il a proposé une théorie du mariage en termes de coûts et profits et pertes. Il a été le premier à développer l'ambition d'appliquer un mode de pensée économique fondé sur l'acceptation de la théorie anthropologique que je viens d'énoncer, qu'il vient d'énoncer, à toutes les conduites humaines. Peut-être on pourrait illustrer ces propos par un texte là que pourrait nous lire Dominique. C'est un texte sur une erreur qui pour Bourdieu est l'erreur la plus funeste en sciences sociales et dont les économistes seraient particulièrement, souffriraient particulièrement. C'est l'erreur qu'il appelle le scholastic fallacy, le scholastic bias. C'est cette erreur qui consiste pour un théoricien qui se penche sur la pratique ordinaire des individus ordinaires que nous sommes aussi. C'est cette erreur qui consiste à faire comme si les modèles que le théoricien dégage pour rendre compte de la pratique des individus ordinaires, ce modèle-là était ce qui guide la pratique des individus ordinaires. Comme si, par exemple, s'agissant de la linguistique, comme si un linguiste qui, au terme de l'analyse d'énoncés bien formés, dégage une grammaire, modèle, pense qu'un enfant de 5 ans qui n'a encore jamais connu un traître mot de grammaire appliquait inconsciemment les règles que le théoricien dégage des énoncés qu'il a analysés. Ce scholastic fallacy consiste à pour beaucoup de gens des sciences sociales. Là, c'est les économistes qui sont visés, mais pas ailleurs. Ils visent des anthropologues comme Lévi-Strauss ou des linguistes comme Saussure. Cette scholastic fallacy consiste à construire un individu à corps d'individu et à tête de théoricien, de calculateur. Donc, je crois que Dominique a un texte... Le scholastic bias.
plein de sociologues, d'apprentis, savent ce que c'est que la traduction de Béas. On peut le dire à la fois biais, point de vue. Voilà. Le parti pris aussi, ça veut dire en anglais, hein, c'est-à-dire le parti pris scolastique, le point de vue scolastique. Bourdieu. Au fond, l'erreur que j'énonce est l'erreur qu'Austin a nommée scholastic bias, le paralogisme, le point de vue scolastique. Bon. Pour donner tout son sens à la formule d'Austin, il faut entendre scolastique dans son sens étymologique. Alors, le point de vue scolastique, c'est le point de vue commun aux gens d'école, c'est-à-dire aux gens de loisirs, qui ont loisir. Austin emploie cette expression à propos de l'usage grammairien de la langue. L'usage grammairien est le fait de gens qui n'ont rien à faire de la langue, sinon de l'analyser par opposition à ceux qui se servent de la langue pour en faire quelque chose, comme les avocats. Ceux qui se servent de la langue doivent parler au moment opportun, kairos en grec. Ils sont pris par l'urgence, ils doivent parler à propos, ils n'ont pas tout le temps qu'ils voudraient, ils ne sont soumis aux contraintes de la situation, etc. Le point de vue scolastique est le point de vue de celui qui a le temps de surmonter le temps et qui ne le sait pas. Il introduit un biais, bias, parce qu'il ne met pas dans son modèle les conditions de construction du modèle qui expliquent le décalage entre le modèle et l'expérience. Il ne peut donc pas faire une théorie complète de l'expérience qui réconcilie l'expérience des gens et le modèle qu'il construit pour rendre compte et rendre intelligible cette expérience, et qui pourtant n'est pas complexe en cela. Le savant ne se pense pas en tant que savant. Le modèle lévi-straussien occulte l'analyse réflexive. Alors, non, l'analyse réflexive se pratique beaucoup, mais les gens confondent souvent réflexivité et narcissisme. L'analyse réflexive telle que je la pratique est aussi peu narcissique que possible, puisqu'elle fait découvrir des choses qu'on n'a pas envie de savoir. Elle ne découvre même pas de la libido singulière, non. Mais le fait qu'une partie de ce que nous pensons est liée aux positions que nous occupons dans l'espace social. Plus généralement, dans le cas particulier, elle découvre des choses tenant au simple fait que nous sommes penseurs, que nous sommes en dehors de l'action, que nous avons le loisir de penser ce que d'autres vivent. Il y a donc des erreurs de penseurs, et le scholastic bias est, me semble-t-il, l'erreur la plus difficile à découvrir. C'est pourquoi elle est si universelle, et qu'on la retrouve chez les plus grands penseurs. Elle consiste à oublier ce que c'est que de penser, d'être penseur. Elle oublie les conditions sociales de possibilité de la pensée et met en gros dans la pensée de ce qu'on pense l'impensé de la pensée de celui qui pense, qui les pense. Tous les paradoxes sont là. Il faut réintroduire le temps qui bizarrement était absent des analyses de l'échange de dons de type lévi-straussien. Il faut réintroduire l'intervalle pour comprendre que les agents puissent vivre l'échange de dons autrement qu'ils n'aient, sans pour autant disqualifier le fait qu'ils le vivent ainsi. Un problème est en effet de savoir pourquoi il était si difficile de découvrir la structure de l'échange, pourquoi il a fallu un génie comme Mauss, redoublé par un génie comme Lévi-Strauss, pour trouver cette structure. Si cette structure a été si difficile à exhumer, c'est là qu'on voit l'originalité de la difficulté des sciences sociales, c'est précisément parce qu'elle est profondément et activement refoulée par tout un travail individuel et collectif qui s'appuie entre autres choses sur la structure temporelle de l'échange.
Oui, alors sur cet exemple du don, par exemple, sur lequel Patrick va revenir plus longuement, on voit tout à fait comment s'exerce ce biais scolastique, hein, comment même des génies comme Mauss ou comme Lévi-Strauss ont en quelque sorte oublié que pour comprendre la logique, pour comprendre complètement la logique du don, hein, il faut réintroduire ce temps qui disparaît dans les graphiques de Lévi-Strauss. Bourdieu disait parfois Lévi-Strauss a construit les structures élémentaires de la parenté, mais il ne se pose pas la question de savoir comment marier sa fille. Voilà. Alors sur cette économie du don, beaucoup de gens ont parlé, des philosophes, des anthropologues évidemment, et puis Bourdieu a fait une synthèse dans cet ouvrage. C'est Patrick qui va nous en parler. D'abord un mot sur économie et sociologie, qui a été dit tout à l'heure. Là on est dans anthropologie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est pas sociologie économique? Pourquoi c'est anthropologie économique? L'anthropologie, c'est une construction, c'est une discipline qui essaie de construire les concepts nécessaires à l'analyse de toute société possible. C'est pour ça qu'on va avoir des choses concernant le cas du don. Bourdieu était parti dans les années 70 à Princeton, où il avait été invité, et dans les collègues américains qu'il a rencontrés, il disait qu'il pensait que le Bourdieu qui travaillait en Algérie n'était pas le même que celui qui travaillait sur l'école, qu'il y avait deux Bourdieu. Il n'avait pas réfléchi que c'était le même. Or, je rapporte cette anecdote parce que ça explique la construction que va faire Bourdieu, partant de données ethnographiques, comment il va arriver à une construction générale de l'économie à partir du point de vue sociologique, du point de vue anthropologique, c'est-à-dire en mobilisant les trois concepts majeurs de son anthropologie, à savoir le concept d'habitus, sur lequel on va revenir, le concept de capital et le concept de champ. Alors j'en viens maintenant au cas du don. Bourdieu en Algérie a commencé par des travaux de sociologie économique, entre guillemets, c'est-à-dire l'attitude des paysans qui se rendaient à la ville poussés par les phénomènes de guerre et de regroupement par les autorités françaises. Et il avait observé le décalage qu'il y avait entre la manière dont ces paysans pensaient le rapport au temps, le rapport à l'argent, le rapport à l'économie, etc. Le décalage par rapport au système capitaliste dans lequel ils se trouvaient confrontés. Cela l'a incité à analyser ce type de société, et donc on arrive maintenant à l'analyse de cette économie du don. Il va aborder cette question par un long dialogue avec un philosophe de ses amis, on peut dire, Jacques Derrida, qui s'est penché sur le problème du don, et dont l'approche dite phénoménologique, c'est-à-dire analyser le don en lui-même et pour lui-même. Bourdieu va présenter cette position de l'économie du don, l'approche de Derrida. Il dit l'approche de Derrida est intéressante parce qu'elle pousse à l'extrême la logique qui est apparemment dans l'économie du don, c'est-à-dire dans le fait de donner sans retour, et il reprend l'analyse de Derrida pour montrer que Derrida inscrit le don dans une logique qui consiste à dire c'est impossible. Quand il y a don, je cite juste une phrase ou deux, Jacques Derrida reprend d'une manière ultra conséquente la définition vécue: pour qu'il y ait don, il faut que le donateur ne rende pas.
n'amortisse pas, ne rembourse pas, ne s'acquitte pas, n'entre pas dans un contrat, n'est jamais contracté de dette. C'était la citation de Derrida. Bourdieu commande, si celui qui reçoit sait qu'il s'agit d'un don, ce n'est plus un don, le don cessant d'être gratuit puisque l'autre sait qu'il a reçu et est reconnaissant. Il y a une reconnaissance de dette qui détruit le don en tant que don. D'où la démonstration de Derrida, le don est impossible, puisque dans le simple fait de s'accomplir, même s'il se fonde sur la volonté d'oublier qu'il est don, il est exposé à ce que l'autre n'oublie pas. Et même si l'autre n'oublie pas, etc., etc. À cette approche dite phénoménologique qui consiste à analyser le don en lui-même et pour lui-même, et dans le cas de Derrida de montrer que le don est impossible, Bourdieu va présenter la position dite structuraliste, celle de Mauss, qui va être reprise et commentée par Lévi-Strauss, et celle de Mauss consiste à décaler l'analyse du don en prenant en compte le fait que quand il y a don, il y a contre-don. C'est-à-dire que quand un don est fait, il y a quelque chose en retour qui doit arriver. Et donc, Mauss va prendre comme unité non plus le don, mais va prendre l'échange, c'est-à-dire le don et le contre-don. On peut citer, on peut faire une citation là sur l'analyse anthropologique du don, la manière dont il revient sur ce sujet. Oui. Donc l'analyse anthropologique du don. La tradition anthropologique inaugurée par Mauss et prolongée par Lévi-Strauss récuse cette expérience indigène et cette phénoménologie du don telle que la propose Derrida, que vient de nous rappeler Patrick. Rendre réellement compte du don, c'est rendre compte à la fois de l'expérience vécue du don, comme irréversible, sans retour, je donne, je ne veux pas savoir si ça me sera rendu, et de la vérité objective telle que peut l'appréhender la science du don, comme moment d'un échange structuré et impliquant le contre-don. Comment tenir ensemble ces deux vérités? Plus précisément, comment interroger l'interrogation? Comment interroger l'interrogation que la théorie anthropologique Mauss-Lévi-Strauss adresse à la théorie indigène ou à l'expérience indigène? Interroger l'interrogation, c'est ce que j'appelle le principe de réflexivité. Oui, il faut faire à la fois une théorie de ce qu'est la théorie et une théorie de ce qu'est la pratique comme n'étant pas, grosso modo, la théorie. Ce sont des tautologies, mais les tautologies sont souvent fondatrices. L'erreur des anthropologues de Mauss et surtout de Lévi-Strauss consiste à donner pour la vérité d'une pratique la théorie, ou plus exactement, le modèle qu'il faut construire pour rendre raison de cette pratique. C'est le biais scolastique. Hein. Voilà, c'est le biais scolastique. Cette erreur, je pense qu'on peut parler d'erreur, est très générale en anthropologie. Et à mon avis, c'est l'erreur fondamentale en anthropologie, et on la retrouve chez Chomsky, comme dans la théorie d'ailleurs de l'homo economicus. Cette erreur consiste à placer dans les agents des pensées de savants, pour dénoncer par une sorte de slogan ce paralogisme. Je me sers toujours d'une phrase célèbre de Marx disant que Hegel a donné les choses de la logique pour la logique des choses. Dans le cas particulier, ce que fait Lévi-Strauss consiste à placer dans la tête des agents qui font des dons le modèle construit pour rendre compte du fait qu'ils font des dons, c'est-à-dire à faire comme si la structure, bien sûr on dit, et je vais le dire, que la structure est transcendante, hein, et que les mots sont cachés. Non, l'échange, les relations transcendantes aux actes d'échange précédaient et fondaient l'expérience de l'échange. La structure est une sorte de deus ex machina, elle est explicative, elle rend compte de ce qu'apparemment elle décrit. Pour qu'elle rende compte, il faudrait la placer quelque part, et pour qu'elle soit quelque part, il faudrait qu'elle soit dans l'inconscient, et donc qu'elle soit dans la tête des gens, et ainsi au principe de leurs actions. Cette erreur anthropologique conduit à occulter la question fondamentale du rapport entre le modèle construit
et l'expérience que font les agents. Donc en résumé, vous avez d'une part une première position qui consiste à montrer que l'analyse du don permet est quelque chose de contradictoire, parce qu'il y a toujours un contre-don. Et même s'il n'y avait pas de contre-don matériel, le fait de donner peut procurer une jouissance personnelle je suis généreux, je donne, je rends heureux les autres, etc., qui est une forme de retour. À cette analyse du don s'oppose ou se complète l'analyse qui vient d'être rappelée de Lévi-Strauss et de Mauss, qui disent non, il faut prendre en fait l'échange, donc ils prennent d'emblée le don plus contre-don. Et Bourdieu pose la question, c'est comment se fait-il que ça soit vécu, qu'il y ait une manière de vivre le don comme quelque chose qui ne se rend pas, qui est donné, qui est généreux, et ce que révèle la science, qui est, c'est pas généreux du tout, ça engage, ça fixe les gens, ça introduit des relations de dépendance, il faut rendre. Comment concilier les deux? Alors justement, quand je dis concilier les deux, c'est une opération que fait souvent Bourdieu face à des théories qui s'opposent, et on dit que c'est ou bien objectif, ou bien c'est subjectif. Et Bourdieu essaye de montrer que la troisième position qu'il faut occuper, c'est intégrer les deux premières. Et c'est ce qu'il va faire. Alors, comment intègre-t-il la vérité vécue et la vérité objective, pour dire les choses de manière claire? Il va dire, c'est qu'il y a une dissolution de la structure de don par le temps. C'est-à-dire que il remarque que si vous rendez la même chose au même moment, on vous fait un cadeau, une cravate, etc. Vous dites merci, c'est très gentil, j'ai aussi un cadeau à te faire, vous prenez la même cravate et vous lui redonnez. C'est une manière de refuser l'échange. C'est de refuser le contre-don. C'est une manière de se désengager de toute dette ultérieure. C'est-à-dire que le don est quelque chose de très particulier dans les sociétés primitives, mais aussi dans les îlots où demeure le don. Quand on donne, c'est une manière d'essayer d'attraper les gens. Le don n'est pas innocent. Pour nous dire à quelles conditions c'est possible, c'est une des choses qu'oublient ceux qui fabriquent les modèles, c'est qu'il y a du temps qui sépare le don du contre-don. C'est-à-dire, il garde le modèle du don contre-don, mais il va mettre le temps entre le don et le contre-don. Il faut que le don s'oublie pour que le contre-don soit efficace. Bon, voilà en gros le schéma général. Alors simplement, ce que je voudrais dire pour conclure, ce point, c'est que Bourdieu fait, à propos de l'analyse du don, ce qu'il fait très souvent dans ses analyses, c'est-à-dire que au lieu de choisir son camp quand il y a une opposition, c'est tout à fait classique dans le subjectivisme et l'objectivisme. Dans un art moyen, un livre consacré à la pratique de la photographie, il y a toute une introduction incroyable dans laquelle il se livre à un exercice sur objectivité, qui est de la subjectivité traduit en objectivité, et l'objectivité de la subjectivité, etc. Il mélange les termes pour montrer que le problème, c'est pas l'opposition entre objectif et subjectif. Le problème, c'est de voir en quoi le subjectif est pris par de l'objectif et l'objectif par du subjectif. Donc je le dis très mal, mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire qu'il n'a pas une pensée en termes de ou bien, mais en termes de et. Voilà en gros ce que je voulais dire sur le... Ok, merci. Alors, après cette analyse de l'économie du don qui, dans l'ouvrage
à laquelle est consacré dans l'ouvrage beaucoup de pages, cette économie de dons succède donc au terme d'un épisode qui a pris du temps, lui aussi. Un épisode que Marcel Mauss appelait une véritable, grande et vénérable révolution. Cette économie du don a laissé la place à une économie du donnant-donnant. Alors, cette révolution est une révolution symbolique également, c'est-à-dire que les structures mentales des individus, on le voyait bien dans l'exemple que donnait Patrick des paysans algériens qui se retrouvent dans un cosmos capitaliste avec des dispositions qui ne sont pas faites pour, cette révolution symbolique a littéralement révolutionné les manières de penser, au point que d'ailleurs il est difficile, comme dans toutes les révolutions symboliques, de retrouver ensuite l'état antérieur du monde, parce que nos catégories mentales ne sont, si la révolution symbolique a réussi, plus adaptées, plus étrangères aux réalités antérieures du monde. Alors sur cette révolution véritable, grande et vénérable, Julien, tu as quelques mots à nous dire. Oui, même si en fait c'est pas si simple de parler de cette révolution symbolique sur la base du cours, parce que c'est vrai que Bourdieu est très long parle beaucoup du don, mais il parle mais assez peu du passage de l'économie du don à l'économie, ce qu'il appelle l'économie du donnant-donnant pour faire voir, pour bien manifester l'opposition. L'économie du donnant-donnant, donc étant une économie qui présente presque toutes les caractéristiques inverses de l'économie du don. Il n'y a pas de temps, c'est du donnant-donnant, on donne et en échange de contre-don est immédiat et clairement pensé, posé, présenté comme un contre-don, comme la contrepartie du don, qui en l'occurrence ne l'est pas. Mais voilà, donc alors la phrase de Marcel Mauss que Bourdieu cite donc sur la grande vénérable révolution s'applique en fait dans Mauss parle des Romains et des Grecs, de la civilisation romaine et grecque. Il me semble que Bourdieu a des références plus récentes. Ce qu'il a en tête quand il parle du passage de l'économie du donnant-donnant, c'est alors d'une part ce qu'il a observé en Algérie, cette société traditionnelle brutalement à la faveur de la colonisation, brutalement confrontée à une économie capitaliste, aux demandes d'une économie capitaliste, et c'est aussi les analyses du début du capitalisme en Europe, notamment les analyses qu'avait proposé Weber, qu'il a toujours beaucoup cité dès ses textes en Algérie, et qui avec cette idée qu'au fond il observait en Algérie un petit peu des choses semblables à ce que Weber évoquait au sujet des débuts du capitalisme. Il cite, il y a quelques autres références. Il y a l'économiste Hirschman notamment qui le cite à un moment. Hirschman avait fait un livre notamment sur la nouvelle manière dont est conceptualisé les passions et les intérêts, dans la nouvelle manière dont est conceptualisé au XVIIe, XVIIIe siècle l'intérêt par rapport à la raison. Donc une sorte de changement, une révolution intellectuelle. Donc voilà ce que Bourdieu a en tête dans il me semble, dans cette révolution symbolique, c'est les changements liés au développement du capitalisme, par exemple le fait que le prêt à intérêt d'un coup devienne licite, soit autorisé, le fait que, ça c'est un exemple qu'il prend dans ses recherches en Algérie, que le travail est clairement posé comme quelque chose qui est accompli en vue de l'obtention d'un salaire, il s'agit plus de s'acquitter d'obligations vis-à-vis du groupe, où on travaille pour gagner un salaire, et ça devient une conduite normale. La norme devient à la fois de chercher à gagner sa vie par le travail et de chercher à maximiser son salaire, à gagner, comme des acteurs rationnels, en quelque sorte des modèles des économistes, on cherche le travail qui permet le meilleur gain au moindre coût.
Et c'est, bon, à travers tout ça, il reprend aussi dans des analyses de Weber, bon, l'idée qu'il y a un cosmos économique, comme dit Weber, qui se forme, c'est-à-dire un monde qui est proprement économique, où la règle, où les individus, les agents sont autorisés à chercher simplement la maximisation de leur intérêt matériel, individuel, ou ça c'est une formule que Bourdieu utilise de temps en temps, la règle est la formule business is business, les affaires sont les affaires, c'est-à-dire qu'on peut se conduire en suivant simplement son intérêt économique sans prendre en compte les relations de famille, les attachements qu'on peut avoir, les interdits religieux aussi qui ont pu apparaître après les débuts du capitalisme comme un frein au déchaînement, enfin des conduites économiques rationnelles. Voilà. Alors cette révolution symbolique, en même temps, il y a quelque chose que je voudrais ajouter parce que ça me paraît important. Donc on peut dire, Bourdieu oppose, ça c'est clair, l'économie du don à l'économie du donnant-donnant. C'est clair qu'il y a une dimension chronologique dans cette opposition, c'est-à-dire les sociétés traditionnelles auraient été dominées par l'économie du don et notre société serait dominée par l'économie du donnant-donnant. Donc c'est ce qui s'exprime dans l'image que Patrick citait des îlots et de l'océan. Bourdieu dit à un moment, voilà, l'économie du don c'était l'océan des sociétés traditionnelles et dans nos sociétés le don c'est au mieux des îlots, mais je pense que c'est quand même des îlots, et je pense que cette idée est importante, c'est-à-dire Bourdieu se démarque beaucoup de certains ethnologues qui peuvent être portés à avoir une vision très enchantée des sociétés traditionnelles en disant voilà c'était des sociétés un peu enchantées ou régies par le don, qui ignoraient l'intérêt brutal, etc. D'abord Bourdieu parle à plusieurs reprises du coût qu'a l'économie du don, c'est aussi terrible à vivre. Patrick y faisait allusion, il y a des relations de pouvoir qui se jouent dans le don. Un don c'est terrible parce que ça engage à terme, il faut le rendre, mais il faut pas le rendre n'importe comment. L'économie du donnant-donnant évidemment est beaucoup moins contraignante, au moins à certains égards. On donne et on reçoit, il y a un échange, marchandises contre argent ou travail contre argent, et une fois que l'échange a eu lieu, on est libre de tout vis-à-vis de l'autre échangeur. Donc il y a ça, et d'autre part, Bourdieu, je crois, il me semble, insiste beaucoup sur le fait que il y a le don survit dans notre société. Alors survit dans des îlots. La famille, les échanges entre proches, les échanges affectifs entre proches restent, on continue à se faire des dons. L'économie du don reste présente dans ces univers-là et reste aussi présente. Alors ça, il a consacré beaucoup d'autres travaux dans certains univers sociaux, les univers artistiques par exemple, tels qu'ils se sont constitués au XIXe siècle. L'art d'avant-garde par exemple, qui très clairement ne pose pas la poursuite de la recette maximale, ou du revenu maximal comme objectif prioritaire, et qui au contraire peut même renverser la chose et faire de l'échec économique un signe d'élection. Voilà, et peut-être la toute dernière chose en marge de tout ça, c'est il me semble qu'il y a une dimension politique aussi dans toutes ces questions. C'était le texte de Marcel Mauss, l'essai sur le don, soulevait exactement ces questions politiques là. L'une des questions, c'est est-ce qu'on peut construire une société uniquement sur l'économie du donnant-donnant. Et je crois qu'il y a plusieurs points dans les analyses de Bourdieu qui suggèrent que non, que l'économie du don alors à la fois reste toujours présente, y compris au cœur même de l'économie la plus économique, que le don est présent. Le don est par ailleurs présent dans ces îlots qu'il évoque et qui sont les théories de l'art pour l'art, les univers artistiques. C'est une analyse qui a été développée, qui a été reprise assez largement par Bourdieu, qu'il se développe aussi. C'est aussi une réaction au développement de la littérature industrielle, de l'art, des formes d'art de masse déjà.
Et puis il y a ces mécanismes même économiques. Bourdieu le mentionne dans le cours à un moment, parle de la protection sociale, par exemple, de l'impôt qui opère une redistribution et qui participe d'une économie qui est peut-être pas exactement l'économie du don. La protection sociale, les prestations sociales, c'est pas véritablement un don, mais c'est pas non plus une économie du donnant-donnant. On est dans autre chose. Voilà. Enfin, il me semble que c'est important, y compris, enfin pas seulement scientifiquement, mais aussi politiquement, enfin de poser de pas durcir de pas dire voilà, il y a une dichotomie où les sociétés traditionnelles qui sont dans l'économie du don, qui par ailleurs n'est pas forcément une économie enchantée, et puis il y a les sociétés, nos sociétés qui seraient uniquement régies par l'économie du donnant-donnant. Et une question est de savoir si voilà, jusqu'où peut aller l'économie du donnant-donnant. Ok, merci. On va passer maintenant au quatrième thème, celui des propositions de Bourdieu en matière d'anthropologie économique. Comment à l'économie mainstream, avec ses concepts d'acteurs rationnels maximisant l'intérêt, avec ses concepts de marché, avec ses concepts d'équilibre général, comment à l'économie et à ses concepts, Bourdieu oppose une sociologie économique, une anthropologie économique, en y important les concepts qui ont fait le succès le succès théorique de son modèle, c'est-à-dire les concepts d'habitus et les concepts de champ. Alors, dans un premier temps, Patrick va nous parler de l'habitus économique. Tout à l'heure, j'évoquais le fait que Bourdieu avait une sorte de méthode qu'il appliquait régulièrement dès le début de son activité en France. Dès le métier de sociologue qui date de 68, il se moquait de ces divisions concrètes de la sociologie qui divisaient la sociologie en sociologie des loisirs, sociologie urbaine, sociologie rurale, sociologie religieuse, etc., pour lui substituer des catégories d'analyse d'un autre type, et notamment à travers les trois concepts que j'évoquais tout à l'heure, concept d'habitus, de genre et de capital. Ce sont des concepts qui permettaient une anthropologie, c'est-à-dire de sortir aussi des sociétés, des concepts qui s'appliquent aussi bien aux sociétés primitives qu'aux sociétés, qu'à nos sociétés, et qui en gros peuvent être décrits de la manière suivante. Il y a habitus parce que les individus sont socialisés, sont traversés par des forces sociales qui font que le sujet pur n'existe pas. Ce qui existe est toujours un sujet socialement conditionné. Il y a capital parce que dans toute société, il y a des biens qui ont valeur et des biens qui ont plus ou moins de valeur. Et dans toute société, il y a des biens qui ont... Alors dans les sociétés primitives, ça peut être savoir chasser, savoir cueillir, savoir se battre, etc. Dans nos sociétés, c'est... Le capital, ça peut être du capital économique, ça peut être du capital mobilier, etc. Et donc, il y a du capital, c'est-à-dire des choses qui ont plus ou moins de valeur. Et enfin, il y a champ, parce que les sociétés tendent à se différencier en sous-petites sociétés, c'est-à-dire en champ. Et donc, avec ces trois concepts, Bourdieu entend analyser quasiment toute forme de société. Il a publié un ouvrage dans lequel qui est sous-titré pour une anthropologie réflexive et qui donne son programme d'analyse. Alors pour ce qui est de l'habitus économique,
il y a un texte qui permet de comprendre le pourquoi de l'application de la notion d'habitus au domaine économique. C'est un texte qui est consacré à la critique de la théorie de l'action rationnelle, c'est-à-dire une certaine manière d'envisager les comportements en matière économique. J'ai le choix là. La théorie de l'action rationnelle. À la fois sur la théorie de l'action rationnelle, je ne sais pas si on va... Oui, celui-là, oui. Ouais. Donc la théorie de l'action rationnelle, celle-ci, Bourdieu, celle-ci s'est développée depuis un certain nombre d'années autour de Chicago, et regroupe à la fois des économistes, des philosophes de l'économie, des théoriciens de la psychologie cognitive, etc. Tout un complexe de disciplines s'est reconstitué autour d'une conception anthropologique ou d'une philosophie de l'homme qui revient à donner pour fondement aux actions humaines les intentions rationnelles. Elle place au principe de l'action des intentions conscientes, des calculs rationnels. Elle tente de rendre compte de toutes les conduites humaines, et non pas seulement des conduites économiques au sens étroit du terme. Action d'investissement, d'épargne, de crédit. Par exemple, Patrick l'avait cité tout à l'heure, par exemple, Gary Becker a eu depuis longtemps l'ambition de rendre compte par ce modèle de conduite comme le mariage, avec une belle intrépidité. Et ignorant tous des travaux des anthropologues, des théories de la parenté, etc., il proposait une théorie du mariage en termes de coûts, de profit et perte. Je ferme les guillemets. Il y a aussi actuellement une théorie sur rendre une justice aussi plus rationnelle, par exemple, avec les coûts. Ça s'applique maintenant à la justice. Bourdieu. À travers ce genre de modèle, l'économie se présente comme la science générale des pratiques humaines et elle pose problème à toutes les autres sciences parce qu'elle envahit, entre autres, le terrain de la sociologie, de l'anthropologie, de l'histoire au sens large, etc. Pour rendre compte réellement des conduites humaines, y compris de celles qui sont les plus proches de modèles de rationalité, à savoir les conduites économiques dans les sociétés très avancées, il faut réhistoriciser la théorie anthropologique et prendre en compte deux dimensions ignorées par la théorie économique. Il faut réintroduire d'une part la genèse des dispositions économiques qui n'ont rien de naturel. C'est l'habitus. Hein. Voilà, l'habitus. Il suffit de faire de l'anthropologie comparée pour découvrir que les conduites économiques les plus évidentes à nos yeux, comme l'épargne ou le crédit, sont des inventions historiques très difficiles d'accès pour des sociétés qui n'ont pas été constituées dans cet univers. Il faut réintroduire, d'autre part, la genèse des univers économiques, qu'il s'agisse du marché ou du crédit. Le principe de l'erreur que commettent les défenseurs des théories de l'action rationnelle est qu'en déshistoricisant les conduites économiques, ils universalisent le cas historique particulier dans lequel nous sommes placés. Ils universalisent donc les propriétés d'univers sociaux comme les nôtres, où le champ économique est autonomisé et où les principes selon lesquels ils fonctionnent ou devraient fonctionner sont constitués en tant que tels. Voilà. Et après, il se lance sur le don. Enfin, c'est chose Alors, Pardon ? Disposition sur habitus. Habitus, oui. Donc, il y a un autre extrait qui est plus centré sur l'habitus. Oui. C'est l'habitus comme individuel. Il y a une belle expression comme individuel collectif. Voilà. C'est-à-dire qu'à travers ce qu'un individu singulier peut avoir, il a ce que bien d'autres individus ont du fait d'une socialisation commune avec des structures communes. Donc, pour avancer dans l'analyse de l'économie, il faut d'une part analyser les sujets sociaux qui sont des sujets socialisés et les structures économiques elles-mêmes. Alors pour ce qui est des sujets sociaux, il y a également un autre texte sur l'habitus comme individuel collectif. Voilà. L'habitus est donc un individuel collectif. En tant que nous sommes dotés d'habitus.
peut-être que je remonte un peu au-dessus pour préciser un peu la notion d'habitus. Dans la distinction, je monte peut-être là. Là, ici, Dans la distinction, oui, c'est ça. Dans la distinction, je montre, pour Dieu, avec des statistiques que les goûts ne sont pas distribués de manière aléatoire dans l'espace social. La proximité dans l'espace social construit à partir de principes propres à différencier des classes de conditions sociales et donc des classes de conditionnements sociaux. Tout cela est lié à des affinités de goût. Des gens proches dans cet espace ont des goûts proches. On ne comprendrait pas autrement l'homogamie sociale qui, de manière générale, fait que les gens d'un certain milieu ont une probabilité particulièrement élevée d'épouser des gens issus du même milieu. L'habitus est donc un individuel collectif. Et la notion fait disparaître l'alternative entre l'individu et la société, qui est l'une des alternatives les plus sinistres de la sociologie. J'ai pour ma part du mal à penser qu'un sociologue professionnel puisse encore s'y enfermer, dans la mesure où il est scientifiquement établi que les individus sont socialisés, c'est-à-dire soumis à des conditionnements propres à les transformer durablement, conformément aux contraintes caractéristiques d'une condition sociale. L'individuel, le subjectif, est donc social, collectif, par rapport à la psychanalyse qui procède de même, mais qui laisse aux individus l'illusion de la singularité. La sociologie a la tare de réduire à des causes et à des causes générales. C'est désolant, hein, cela fait beaucoup de peine, mais c'est ainsi. Cela dit, les subjectivités que nous sommes sont des subjectivités socialisées. Et l'idée même de subjectivité est le produit du social. C'est là un jeu topique, il n'y a pas de hasard à ce que Durkheim ait beaucoup insisté là-dessus. Je suis obligé de dire ces choses parce que communiquer les acquis d'une recherche suppose malheureusement de créer des conditions de croyance propres à favoriser la réception de ces acquis. Et la sociologie a beaucoup de mal à communiquer ces résultats parce qu'elle a beaucoup de mal à obtenir des agents sociaux qui adoptent devant le monde social l'attitude constitutive du regard scientifique. Parler d'habitus, c'est dire que l'agent a une inertie liée à son histoire. Il ne va pas choisir n'importe quoi. S'il est important de parler d'habitus et de rappeler cette inertie, c'est aussi contre les théories de la liberté totale dans lesquelles l'agent fait à chaque instant ce qu'il veut. L'habitus rappelle que nous sommes spontanéité et que notre action a son principe en nous. Je me disais que l'agent existe. Il bouge, il avance, il improvise, il fait des contre-pieds, des actions, il est sportif, etc. Accorder à l'agent cette spontanéité leibnizienne, inscrite dans l'habitus, c'est rompre avec la tendance à en faire un pur reflet des structures. Cela dit, cette spontanéité est une spontanéité conditionnée et conditionnelle. Les agents sociaux sont le produit d'un travail de socialisation qui les rend sensibles à des stimulations conventionnelles et conditionnelles. Là, dans ce texte, vous avez un exemple du mélange entre l'objectif et le subjectif. Et donc, il n'y a pas à choisir entre l'un ou l'autre, mais il faut réfléchir à leur coordination. Ok. Donc, l'homo economicus se voit substituer un agent historicisé, socialisé. Inversement, du côté du marché, le marché des économistes, Bourdieu cherche à y substituer un champ économique, des sous-champs économiques et une homologie entre le champ des producteurs et le champ des consommateurs. Julien, tu peux en dire quelques mots. Alors quelques mots, donc effectivement là c'est les dernières, donc il y a 9 leçons dans le cours et je crois que les 3 dernières, enfin sont très largement centrées sur la notion de champ économique, qui est pas si facile que ça en fait à présenter rapidement, mais je crois on peut le faire de deux manières, enfin
ou j'ai en tout cas envie de proposer deux manières de le faire. La première, c'est de dire que donc Bourdieu, le cours date de 92-93. Bourdieu a développé le concept de champ particulièrement à partir du début des années 70 et l'a fait un peu de deux manières, à la fois à travers des développements théoriques. Bon, dans le cours précédent qui avait été édité, le cours de sociologie générale, il proposait beaucoup de développements théoriques sur qu'est-ce qu'un champ, comment fonctionne un champ de façon générale. Et puis parallèlement, il a fait beaucoup de travaux empiriques, enfin de recherche empirique sur des champs particuliers, avec l'idée à chaque fois d'essayer de comprendre leur singularité. Bon, il a travaillé évidemment sur le champ littéraire, la littérature, sur le champ artistique, d'une autre manière sur le champ religieux. Dans les années 80, il fait un article par exemple un très long article sur l'épiscopat français. Sur le champ juridique, il développe plusieurs textes dans les années 80. Et c'est vrai le champ économique, il s'y était jamais, il n'avait jamais essayé d'étendre systématiquement cette notion de champ à l'économie. Et il me semble que c'est l'un des objectifs, qui se donne dans ces leçons, c'est-à-dire d'analyser donc l'économie, les objets habituels des économistes, avec sa notion à lui de champ. Voilà, donc il y voit un univers autonome. Donc ça rejoint le thème les affaires sont les affaires, et il analyse comme un lieu de lutte. Alors en fait principalement entre des firmes, c'est ça il me semble en tête dans les leçons là sur le champ économique. On a des firmes qui sont en lutte dans un champ. Des firmes qui sont inégalement dotées des différentes formes de capital. Donc d'abord de capital économique, elles ont plus ou moins de capital économique, mais Bourdieu insiste beaucoup sur le fait qu'il y a d'autres types de capitaux qui ont aussi des effets dans le champ économique. Le capital symbolique, par exemple, à travers l'ancienneté d'une marque, par exemple, c'est un capital symbolique. La réputation d'une entreprise, c'est du capital symbolique. Bon, il y a des formes de capital social aussi, le pouvoir sur l'État aussi, ça il insiste beaucoup sur le fait que, en tout cas sur certains marché, pour employer le pouvoir qu'ont les firmes d'agir sur l'État et par exemple d'obtenir des mesures en leur faveur, et un capital très important et parfois déterminant. Voilà, donc ce concept de champ, il me semble que l'un des objectifs du cours, c'est de l'étendre à l'économie, et de fait, d'ailleurs, il a publié quelques années plus tard un article qui est très concentré, beaucoup plus que le cours, donc qui est intitulé Le champ économique et qui vise à développer cette notion. Alors ça, c'est la première façon peut-être de le présenter, de dire voilà, il étend à l'économie son concept, le concept de champ qu'il avait développé sur d'autres terrains, mais dont il visait à faire un concept général. Et la deuxième façon de le présenter, c'est effectivement en opposition à la notion de marché qu'utilisent plus volontiers les économistes. Il y a plusieurs développements qui sont répartis sur 3 leçons différentes, mais où il réfléchit sur la notion de marché, et je crois que ça peut intéresser. Enfin, c'est vraiment, moi je trouve que c'est vraiment des passages intéressants, où il remarque qu'au fond cette notion de marché, on l'utilise tous, elle est passée totalement dans le vocabulaire courant. Les économistes bien sûr l'utilisent, mais c'est très difficile de définir, ce qu'on appelle marché, c'est des choses très très différentes. Bon, il signale notamment que le marché, ça désigne à la fois des mécanismes abstraits quand les économistes parlent du marché pur et parfait, par exemple, quand on parle de l'économie de marché, quand très souvent les responsables politiques aujourd'hui invoquent les mécanismes du marché. Bon, c'est un espèce de marché abstrait. Et puis, à l'autre opposé, si on veut, il y a ces emplois très concrets du marché où on désigne un lieu, la place du marché, le marché.
voilà, le marché, le terme même de marché a des sens très très différents. Et Bourdieu pense que très souvent, les économistes d'abord, mais aussi d'autres agents que les économistes, font des espèces de court-circuit, c'est-à-dire emploient un mot, disent des choses de l'un des marchés qui, dans le meilleur des cas, ne sont vraies que pour le marché entendu dans un autre sens. Donc il y a une réflexion critique sur ce terme. Et il fait cette remarque à la fois un peu, enfin qui est un petit peu méchante à l'égard des économistes, mais il cite des exemples, dont notamment un Jean Tirole, qui était déjà un économiste très important à l'époque, bon, et qui est depuis devenu un prix Nobel français d'économie, il y a 2-3 ans, donc il l'a obtenu. Et Tirole, il cite un passage de Tirole, bon, assez drôle à certains égards, où Tirole explique qu'il a besoin du concept de marché, mais où il avoue qu'il n'est pas capable d'en donner une définition, de définir en fait ce dont il parle. Et donc il y a cette réflexion critique sur la notion de marché, et il va donc, la notion de champ, effectivement, il l'a fait intervenir contre cette notion de marché. Et il me semble qu'à cet égard, l'une des grandes différences entre les deux notions, c'est que Bourdieu remarque effectivement, quand des économistes parlent de marché, ils mettent l'accent sur le fait, le marché, dans la définition, la non-définition, mais la plus courante, c'est le lieu la rencontre entre une offre et une demande. Donc on a une offre, on a une demande sur un produit, et puis on a le prix va s'ajuster en fonction donc de l'offre et de la demande. Donc l'accent est mis sur la relation entre les producteurs, ceux qui font l'offre, et les consommateurs, ceux qui sont à l'origine de la demande, et la relation entre ces deux groupes et entre chacun de ces groupes et le prix. Et à travers la notion de chance, que Bourdieu entend mettre l'accent sur le fait que dans ces phénomènes, ce qui est plus important ce qui est à ses yeux le plus important, c'est la relation entre les producteurs eux-mêmes. Il considère que il argumente l'idée que ce que fait une firme est beaucoup moins déterminé par la demande des consommateurs, par la demande des clients, que ce qui est souvent d'ailleurs très fortement méconnu, ou connu de façon très abstraite par des études statistiques dont l'apport est limité. Que ce qui est déterminant, c'est beaucoup moins la demande, les besoins des consommateurs, la demande des consommateurs, que ce que produisent, que de se démarquer, que par rapport aux autres firmes, aux firmes concurrentes. Et qu'il va jusqu'à défendre l'idée, c'est là qu'intervient la notion d'homologie, que en fait on a un espace des producteurs d'un côté et puis on a un espace des consommateurs de l'autre, et que si évidemment il y a une relation entre les deux espaces, elle s'opère presque par accident. C'est-à-dire que les différents producteurs en viennent presque par accident. Ils se déterminent d'abord par rapport à leurs concurrents, et c'est presque par accident qu'ils en viennent à produire pour des consommateurs différents. Et il y a un exemple alors il développe beaucoup l'exemple de la maison individuelle sur lequel il avait travaillé dans les années 80. Il y a un autre exemple qui est peut-être plus rapide à donner, et qui est il a proposé quelques années après ce cours un livre sur le journalisme, un petit livre sur la télévision, qui est sans doute son livre le plus connu et le plus diffusé, et qui en tout cas le plus été traduit aussi à l'étranger. Et c'est je crois qu'on peut c'est son analyse du journalisme était je crois c'est un bel exemple en tout cas de ce qu'il dit sur le champ économique, c'est-à-dire qu'on a des firmes en concurrence qui vont se déterminer les unes par rapport aux autres. Il y a beaucoup de remarques qu'il fait. Par exemple, il remarque que contrairement à ce que postulent les économistes, les entreprises sont rarement sur le marché des consommateurs,
sont beaucoup moins concurrentes directement que les économistes le suggèrent. Et par exemple, c'est vrai, si on a en tête TF1 et Arte, elles sont toutes les deux sur le marché de la télévision, diraient les économistes, mais elles sont très peu, objectivement, elles sont très peu concurrentes. Le public de TF1 est très peu le public d'Arte. La zone de recouvrement est pas inexistante, mais elle est faible. Et donc on n'est pas chacune d'une certaine façon à son marché, et par ailleurs chacune des deux connaît assez mal les demandes de sa clientèle. Bon, les deux exemples que j'ai pris sont un peu caricaturaux, mais TF1 va plus se déterminer par rapport aux chaînes plus directement justement concurrentes par rapport à elle, que par rapport à une demande du public qui est assez méconnue et ou des besoins du public, et besoins qui sont... est-ce que le public même a toujours des besoins? C'est aussi une question qu'on pourrait poser. Voilà. Ce que je voulais donc juste souligner, c'était comment donc cette notion de champ était proposée contre la notion de marché des économistes. Ok, merci. Voilà un peu, j'espère qu'on a donné une image au moins fidèle du contenu du livre. Alors, on peut maintenant passer aux questions. On entend très bien. Pour l'enregistrement, oui. Bonjour, merci d'abord pour votre présentation. J'aurais deux questions. Quand vous parlez du concept de révolution symbolique, ça me fait énormément penser à l'œuvre de La Grande Transformation de Karl Polanyi. Et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a une influence de Karl Polanyi sur Bourdieu? Ça, c'était ma première remarque. Et ma deuxième remarque, vous avez parlé donc dans le champ économique que Bourdieu prenait comme atome dans le champ économique la firme. Et je me questionnais, est-ce que prendre comme atome qui se meuvent dans ce champ économique la firme, ça masquerait pas les relations sociales et les institutions matérielles ou immatérielles qui permettent, qui définissent cette organisation? Et au final, est-ce que ça empêcherait pas un peu de l'analyse propre à tel type d'organisation dans telle société? Non, on va s'arranger avec au moins la première question, c'est un élément, mais peut-être que Bernard aurait aussi des choses à dire. Bourdieu, à ma connaissance, cite rarement la Grande Transformation, en tout cas, au sujet de la révolution symbolique. Ce qu'il cite souvent, c'est un aspect qui est dans la Grande Transformation, c'est que la contribution de l'État à l'apparition des marchés nationaux, par exemple, des marchés internationaux, le mercantilisme, etc. C'est un point qui reprend beaucoup, mais il me semble qu'il cite peu, ce qui est un peu le cœur de l'analyse de Polanyi directement, même si moi je vois pas de contradiction flagrante entre les analyses de Polanyi et celles que Bourdieu fait sur la révolution symbolique. Voilà. Et sur la deuxième question, j'ai pas bien compris le fait que Bourdieu, dans le champ économique, prenne comme, agent de ces champs des firmes, est-ce que ça masquerait pas les institutions
matérielles ou immatérielles, oui, et les relations sociales qui structurent ces organisations et qui sont valables seulement dans une société donnée, en un temps et en un espace défini. Et les institutions matérielles et immatérielles, vous pensez à quoi? Que ça peut être des lois ou alors un habitus spécifique qui ferait que telle entreprise s'organise de telle manière ou de telle autre. Enfin, on peut penser par exemple au fait que le salariat, quand bien même il y a du droit qui encadre ce salariat, ça fait partie d'un ensemble de manières de penser qui permettent ou non ce salariat. Et par exemple, dans les manufactures du XVIIIe siècle, le salariat n'était pas un mode de production qui existait. Tu veux répondre? Pour Polanyi, les index sont très utiles. Hein. Vous ne verrez pas un livre de Bourdieu ou d'une collection qu'il dirigeait qui n'avait pas son index. Il pensait que c'était, à juste titre, un instrument scientifique absolument indispensable. Donc, à la question que vous posez sur Polanyi, il est cité à 4 reprises dans l'ouvrage. Vous avez les pages dans l'annexe. Donc, non seulement il n'était pas ignoré, mais il était cité. Oui, alors, pour répondre à cette question que moi aussi j'ai du mal à comprendre, je dirais que, bon, la théorie du champ économique chez Bourdieu, d'abord, elle distingue des sous-champs à l'intérieur des champs qui correspondent grosso modo à ce qu'en langage ordinaire on appelle des branches. Et il cite pas ces travaux-là dans son cours, mais il a analysé précisément certains sous-champs du champ économique, par exemple le champ d'édition. Et dans le champ de l'édition, par exemple, on a un champ qui est un sous-champ économique. Il faut faire du business, il faut vendre des livres. Mais il y a d'autres principes qui ont cours dans le champ de l'édition. Hein, le dominant dans le champ de l'édition, c'est pas celui qui vend le plus de livres. C'est celui qui sort des prix Nobel de littérature. Minuit est plus fort que Robert Laffont dans le champ de l'édition. Autrement dit, dans une réunion où Jérôme Lindon était face à Robert Laffont, c'était Robert Laffont qui s'excusait d'être là. Donc il y a les sous-champs. Il y a la firme, mais la firme elle-même est un champ. Et en fonction de la position que la firme occupe dans son sous-champ, les relations qui vont y avoir cours sont spécifiques. Hein, c'est par exemple le type de relation professionnelle, le type de oui, c'est ça, le type de relation professionnelle. Est-ce qu'elles vont être paternalistes, néo-paternalistes, managériales, etc. Ça dépend de la position qu'elles occupent dans le sous-champ considéré. Et par ailleurs, comme le disait Julien, il y a beaucoup dans les travaux, parce qu'il faut dire que ces théories économiques ont été appliquées par Bourdieu dans des travaux empiriques, sur des objets empiriques. J'ai en tête, moi, 2 objets. Bon, celui de la maison individuelle, qui a donné lieu à une très, très grosse recherche empirique, donc, et puis celui sur l'édition. Et là, on voit bien comment un des objectifs des firmes les plus puissantes, par exemple, c'est d'obtenir, par exemple, des autorités politiques, des institutions de marché qui leur sont favorables. Donc ce thème-là est très, très présent dans la sociologie de Bourdieu. Bon. Ça va.
Merci. La question que je me pose est la suivante. Est-ce que, malgré l'effort évident pour historiciser l'économie, est-ce qu'il n'y a pas paradoxalement quand même chez Bourdieu un risque de naturalisation de l'économie actuelle dans des expressions comme économie économique, le champ économique, autonomisation du champ économique, etc., comme si l'économie, dans son essence, dans sa pureté pas encore atteinte dans les sociétés où règne l'économie du don, était l'économie où les acteurs, les agents, cherchent explicitement un profit matériel et monétaire individuel, où règne le business, un petit peu comme si l'économie et le business c'était la même chose. Mais on pourrait très bien, politiquement notamment, être réticent à cette assimilation de l'économie en soi, dans l'absolu, dans sa pureté enfin trouvée dans le système actuel, et le business. Il y a d'autres peut-être formes d'économie qu'on peut envisager pour l'avenir qui ne reposent pas sur cette idéologie du business où chacun cherche son profit individuel, monétaire, etc. Du genre ? Une économie socialiste, par exemple. Vraiment socialiste. Votre question, qui est en fait un exposé, je répondrai simplement, enfin, je donnerai juste un élément dont Bourdieu était très conscient, c'est le problème des mots, le problème des concepts. C'est comment désigner de l'économie non économique. On aboutit parfois à des expressions bizarres. Donc là, je pense que vous soulignez un aspect effectivement de la difficulté de parler d'une économie non économique, une économie du symbolique. Enfin, c'était une remarque générale. Alors, il y a tout un passage de Bourdieu à propos du refus de compter. Dans le don, il y a un travail qui est fait pour refuser le calcul explicite. Alors il explique que c'est un texte qui est très complexe, non pas en soi, mais dans les choses multiples qu'il évoque, et notamment il évoque une division du travail qu'il y aurait entre l'homme et la femme dans les sociétés primitives et même dans nos sociétés, où la femme est envoyée pour compter pendant que l'homme se réserve le beau rôle. Donc on voit que derrière l'expression économique, il y a des choses très, très compliquées qu'il s'agit de dire avec d'autres mots ou avec les mêmes mots, mais en utilisant des expressions qui essayent de dire la chose. Voilà, c'est juste une remarque de nomenclature, si je puis dire, dont Bourdieu était conscient, et qui est un aspect, je pense, de votre question, mais qui n'est pas le tout de votre question. C'est vrai. C'est vrai que... Enfin, je parle sous le contrôle des auteurs du livre, mais des éditeurs scientifiques du livre. Mais c'est vrai que on peut dire que, je parle sous leur contrôle, encore une fois, Bourdieu inscrit ce mouvement par lequel l'économie devient proprement économique dans un mouvement général qui avait été annoncé par Durkheim notamment, un mouvement général de différenciation par lequel progressivement les sphères d'activité s'autonomisent, les sphères d'activité humaines s'autonomisent, se désintriquent les unes par rapport aux autres, pour qu'au terme de ce mouvement, oui, l'économie devient vraiment économique, l'art devient vraiment artistique, etc., etc. C'est-à-dire que je pense qu'il inscrit ce mouvement d'autonomie jamais réalisé, encore une fois, jamais parfaitement réalisé,
de l'économie dans un mouvement de différenciation des activités humaines. Dans cette économie, dans les sociétés traditionnelles, tout est un peu intriqué. C'est-à-dire que dans un échange qui, à nos yeux, apparaîtrait comme aussi économique, notamment économique, il peut y avoir du diplomatique, du religieux, etc., etc. Une autre manière de le dire, c'est que dans certaines sociétés, par exemple, le chef est à la fois chef militaire, chef religieux, principal intercesseur entre les hommes et le sacré. C'est dans ces greniers que sont accumulés les surplus. Il est juge suprême. C'est vers lui qu'on se tourne quand on a épuisé les ressources locales en matière juridique, etc., etc. Et puis progressivement, l'ensemble de ces activités se désintriquent les unes les autres et se crée un champ purement juridique, un champ purement militaire, un champ purement religieux et un champ purement économique, dans lequel règne alors ces champs, l'autonomie de ces champs, une des manières par lesquelles elle se manifeste, c'est par ces tautologies. Quand, je sais pas, c'est Théophile Gautier a parlé de l'art pour l'art. Voilà, l'art pour l'art est le signe de ce que cette activité qui longtemps a été, je veux dire, à la Renaissance, il n'y avait pas de différence entre un artiste peintre et un artisan en peinture. Et progressivement, ces activités se sont désintriquées l'une à l'autre et l'histoire a accouché. L'histoire a accouché, pour parler vite, d'un espace artistique autonome dans lequel règne l'art pour l'art. Et l'histoire a accouché c'est pas les mots de Bourdieu, mais c'est pour parler rapidement, d'un cosmos particulier dans lequel règne la tautologie et business is business. Alors sur les aspects normatifs, est-ce qu'il n'y a pas un au-delà de cette économie économique? Là, je sais pas. Je sais pas ce que Bourdieu en a dit. Oui, dans ce que tu viens de dire, on voit bien, me semble-t-il, la difficulté. C'est comment nommer l'économie avant l'économie. Si on garde le mot économie, c'est que ça ressemblait à quelque chose d'économique qui était lié à d'autres activités religieuses, sacrées, etc. Mais effectivement, on peut dire que c'est un anachronisme. Mais dans l'anthropologie économique, c'est une discipline qui existe. On peut dire que c'est un anachronisme contrôlé, qu'on essaie de contrôler. Mais en fait, le problème que vous posez, c'est un problème de désignation. C'est comment nommer l'art avant l'art, nommer l'économie avant l'économie, nommer, etc. Si vous avez une solution, je vois qu'il y a un certain nombre de chercheurs qui seraient preneurs. Oui, bonsoir. Déjà, effectivement, alors ça tombe bien que vous parliez d'anachronisme juste avant. Effectivement, vous avez évoqué au début l'opportunité de sortir cet ouvrage à ce moment-là. Effectivement, la sociologie de Bourdieu, c'est un sport de combat et c'est sûr que je parle notamment du début de votre intervention et de l'ouvrage, du coup, plutôt sur le côté critique de l'économie que fait Bourdieu. Et j'aimerais vous poser potentiellement la question de la date de péremption de cette critique. Parce que l'économie orthodoxe dont vous avez parlé, que Bourdieu critique, qui est difficile à nommer, mais disons néoclassique, marginaliste, fortement marqué par l'école de Chicago, la nouvelle économie classique et tout ce qui en a suivi, elle est très fortement critiquée par des sociologues et par des économistes hétérodoxes, mais malheureusement, parfois avec une méconnaissance de ce qu'est le champ économique orthodoxe aujourd'hui. Même si ce n'est pas complètement vrai, il y a une grande partie du champ économique aujourd'hui qui s'est réorientée justement autour des neurosciences, de l'économie expérimentale et d'une tentative de fonder scientifiquement, entre guillemets, l'anthropologie justement économique des individus. Et est-ce que justement, à ne pas trop
à trop pourfendre une économie qui est en fait en passe de ne plus être la nouvelle orthodoxie, est-ce qu'on ne se prive pas un petit peu du pouvoir politique de la critique ? Oui, alors c'est sûr que l'ouvrage, enfin le cours, date d'une époque, d'une trentaine d'années, donc d'une époque où n'existait pas par exemple des choses comme la neuroéconomie. Hein. Cela dit, il y avait déjà et Bourdieu les cite, il y avait déjà de l'économie expérimentale, il y avait déjà des gens comme Tversky et Kahneman, etc., etc. Hein. Mais je pense que des choses comme la neuroéconomie ne sort pas de l'impasse que désigne Bourdieu en parlant d'un individu qui n'est pas historicisé, etc. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'économie mainstream n'accepte de s'amender que dans des limites très étroites. C'est-à-dire que les neurosciences, ça continue d'être des affaires de laboratoire, hein, c'est-à-dire on met des individus face à des situations de laboratoire et on n'en fait pas pour autant des individus historicisés, des individus socialisés, etc. Ah, donc, effectivement, l'économie mainstream accepte de s'amender, mais ce qu'il faut se poser comme question, c'est dans quelles limites. Et ces limites sont extrêmement étroites. C'est l'économie mainstream accepte Il y a tout un travail, par exemple, sur évidemment, à l'époque, il y avait déjà une critique comme celle d'Herbert Simon sur la rationalité limitée, vous voyez. Mais toutes ces entreprises-là d'amender le système, à mon avis, ne font pas de mal à une mouche. Et ce serait ce que Bourdieu appelle une entreprise équivalente à celle que Tycho Brahe avait fait à propos du système géocentrique. C'est-à-dire que, vous savez, Tycho Brahe, c'est quelqu'un qui a construit un système extrêmement compliqué avec la Terre qui tournait, le Soleil qui tournait autour de la Terre et les autres planètes qui tournaient autour du Soleil. Ça donnait un truc épouvantable, tout ça pour essayer de sauver le système géocentrique. Bourdieu emploie souvent cette analogie pour désigner ces entreprises faussement audacieuses visant à amender le modèle mainstream, modèle marginaliste néoclassique. Juste un point. D'une part, nous sommes les éditeurs, hein, donc on n'est pas chargé de défendre à tout craint Bourdieu, mais plutôt à le présenter. Donc, c'est une première chose. Alors maintenant, sur le fond de la question, je pense que les cours de Bourdieu sont des cours, qui apprennent à penser. C'est-à-dire, sont plutôt une invitation à faire le boulot sur la situation d'aujourd'hui avec ses concepts. Et donc, ce qu'on apprend dans le cours, outre ce qu'étaient les controverses à l'époque de Bourdieu, c'est la manière de travailler de Bourdieu, et encore une fois, qui est une invitation à analyser la société actuelle. J'allais dire, c'est un problème qui se pose d'une manière générale aux disciples. Bon, ce serait très long d'en dire plus. Non, juste un mot, au moins... moi, j'ai lu un article dans la revue de la régulation, donc et sûrement pas, sur le dernier prix Nobel. Et ce qui m'a frappé, c'est un argumentaire, en gros, qui dit c'est une rupture apparente et minimale avec l'économie orthodoxe. Et ce qui m'a frappé, j'ai réagi, mais peut-être que je pouvais réagir que comme ça, en me disant qu'au fond, beaucoup de choses que Bourdieu dit, de la manière dont l'économie orthodoxe intègre, mais à minima, des critiques qui lui sont faites, valaient pour ce prix Nobel. Et la deuxième chose, c'est juste des éléments de réponse. Je ne dis pas du tout que ça répond définitivement à votre question.
Moi, je suis juste toujours un peu sceptique sur l'argument. Ça change, bien sûr que ça change. C'est pas, mais je pense que ça change lentement. Enfin, qu'une discipline peut pas se réformer intellectuellement comme ça. C'est les mêmes personnes. Il y a surtout les savants. Enfin, font des investissements sur des formes de recherche particulières. Je pense pas qu'une discipline où il faut vraiment il faudrait, ou des conditions très particulières pour qu'une discipline, les rapports de force dans une discipline changent du tout au tout. Et voilà, moi, il y a quelque chose, voilà, c'est juste une réaction, un point de vue. Moi, il y a un sociologue, c'est Simian, bon, alors ça dépend, le François Simian, il y a quelqu'un qui a écrit il y a un siècle maintenant, et moi, ce qui me frappe toujours beaucoup, c'est que je trouve que quand on lit, en tout cas moi, comme sociologue, ne connaissant pas parfaitement très bien toute la science économique, mais j'ai l'impression que des choses qu'il écrivait sur les économistes il y a 80 ans ou 100 ans, valent, alors pas toutes telles quelles, etc., mais que dans les grands principes, ça vaut encore. Et moi, j'ai le sentiment que l'économie change, les grands rapports de force, en tout cas, changent pas très très vite. Voilà, c'est juste un sentiment, et voilà. Bon, voilà. De l'extérieur, j'ai pas le sentiment. Robert Boyer, il y a une postface de Robert Boyer qui insiste plutôt sur les changements qu'a connus l'économie récemment par rapport à la période où écrivait Bourdieu. Moi, j'ai l'impression que c'est quand même pas des changements vraiment décisifs tels qu'on pourrait dire que le propos de Bourdieu est périmé. Voilà. Merci. Bon, on arrête là.